Voilà. Bien, ben, on est ravis de vous accueillir. On peut faire une très brève présentation avant de vous laisser la parole. Bon, d'abord, sur le sujet lui-même, hein, vous savez, peut-être avez-vous même eu le temps de lire éventuellement ce que j'ai envoyé trop tardivement hier soir, c'est-à-dire notre lettre mensuelle là, qui présente un petit peu notre activité et en particulier ces auditions que nous avons commencées il y a déjà 2 semaines, 3 semaines même maintenant, et dont vous êtes la troisième personne qu'on va donc auditionner, après un réanimateur dans un premier temps, le responsable ensuite de l'association Corona Victimes, et puis vous, et on a en projet une sociologue, une philosophe, enfin d'autres, une approche, disons, sous différents angles par rapport à cette problématique. Voilà, donc je suis l'un des 3 animateurs avec Isabeau et Tatiana, avec qui vous avez eu plus particulièrement le contact. Je suis par ailleurs élu au comité central de la Ligue des droits de l'homme, hein, qui est l'instance délibérative depuis 2015. Et j'ai un passé à la fois d'enseignant dans le secteur médico-social, et de formateur d'enseignants et de quelques soignants. Voilà, et donc je suis un des rédacteurs de cette lettre qu'on sort chaque mois et dont vous avez donc reçu. Donc, ben, je vais peut-être m'en tenir là. On peut peut-être faire un petit tour d'horizon rapide, si vous voulez vous présenter. Tatiana, tu es un petit peu connue parce que vous avez échangé par rapport à Voilà, bah, oui, voilà, moi-même. je suis Tatiana Grünler, je suis, moi juriste, je suis maître de conférences en droit public à l'université de Nanterre. Donc, je suis, effectivement, co-animatrice du groupe de travail santé et bioéthique. Merci à vous d'être là. D'accord. Isabeau, tu veux? Donc moi, je suis la troisième co-animatrice du petit groupe. Je suis également élue au comité central depuis l'an dernier. Je suis traductrice et je suis aussi patiente congénitale cardiaque. Donc, je connais un certain nombre de ces questions par ce biais-là. Julie Saté? Oui, donc je suis membre du groupe depuis 3 ans peut-être. Je suis à la fois paramédicale kinésithérapeute et j'ai aussi un parcours de malade chronique, porteuse de handicap invisible. Julie Mathussi? Oui, moi je suis membre du groupe depuis quelques mois et je suis juriste spécialiste de droit des personnes et des libertés fondamentales. Irène, Ah, on t'entend pas. Micro. On t'entend pas, Irène, tu dois avoir ton micro qui est déconnecté. Si, je l'ai mis. Vous m'entendez? C'est bon. Ouais, ça devait venir, je ne sais pas pourquoi, de mon kit main libre. En fait, avec Odile Morin, on se connaît déjà. Donc, Irène Pereira, je suis de formation philosophe et sociologue et je m'intéresse aux questions d'éthique professionnelle en général. Voilà. Jean-Luc, enfin. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis membre du groupe de travail depuis 1 an ou 2, je ne me souviens plus très bien. Je suis un militant de la Ligue des droits de l'homme dans le domaine de la santé et également membre du Bureau national de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Professionnellement, je suis retraité et professionnellement, j'étais anesthésiste réanimateur, médecin urgentiste et notamment j'ai terminé ma carrière en anesthésie réanimation de chirurgie cardiaque. Voilà, donc on a fait ce petit tour d'horizon d'une partie de ce qu'on appelle le groupe d'animation de notre groupe de travail santé qui comporte une centaine de membres et on est très représenté ici ce matin à la fois de la diversité des compétences, des expériences, mais aussi de la diversité géographique puisque plus de la moitié, enfin la moitié des présents sont aux 4 coins de France, de Saint-Malo, Valence, Strasbourg, Nantes, voilà, et puis quand même la région parisienne. Voilà, on est ravis de vous accueillir et d'autant que, bon, en fait, on avait pensé à vous par plusieurs entrées et participants, bon, à la fois Irène qui nous en avait parlé, mais aussi Pascal Nakache qui est également dans votre région, je crois. Et un de mes amis qui est aussi mon avocat. Voilà.
Et voilà, et qui est par ailleurs membre du comité central de la LDH aussi, et donc avec qui on a eu l'occasion d'en parler. Voilà, donc on vous laisse la parole à la fois pour vous présenter votre association et puis le sujet sur lequel on souhaite vous entendre. Merci. D'accord, bah écoutez, je vous remercie bien de me donner la parole. Je vais essayer de ne pas être trop décousu. Ce n'est pas toujours facile pour moi d'être synthétique. Je m'appelle Odile Morin, je suis en situation de handicap à la fois physique, visible. Je me déplace en fauteuil roulant électrique et j'ai une maladie génétique rare, voilà, qui affecte un petit peu tous les organes. Voilà, un syndrome d'Ehlers-Danlos. Et je suis aussi autiste Asperger. Voilà, j'ai aussi eu un traumatisme crânien et je suis depuis plus d'une vingtaine d'années présidente d'une association de défense des droits des personnes en situation de handicap, association qui s'appelle Handisocial. Pendant plus de 15 ans, après avoir moi-même mené un combat pour faire reconnaître mes situations de handicap, il a fallu que j'aille jusque devant le Conseil d'État pour faire condamner l'État pour l'absence de motivation des décisions, pour enfin obtenir mes droits à la hache, à la prestation de compensation du handicap et autres. J'ai aussi dû faire condamner le président de mon département. Je suis une autodidacte, j'ai arrêté l'école en première et j'ai, dans les années 90, épluché le code de la Sécu et le code du travail pour essayer de comprendre ce qui se passait et mener les combats que j'ai menés. J'ai donc apporté mon aide pendant plus d'une quinzaine d'années à des personnes en situation de handicap pour faire valoir leurs droits devant les Cotorep puis les MDPH, parce que je suis devenu assez pointu sur le sujet. Au niveau d'Handisocial, on a changé d'orientation il y a à peu près 4-5 ans, parce j'avais le sentiment aussi d'écoper la mer à la petite cuillère à traiter des situations individuelles sans arriver à avoir une action pour modifier les droits des personnes et modifier la prise en compte l'accès aux droits aussi, parce qu'il ne suffit pas que des droits soient inscrits dans les textes pour qu'ils soient effectifs. Je travaille beaucoup en interassociatif, alors au niveau local avec le CIH 31, qui est le collectif interassociatif Handicap 31, qui fédère 25 associations représentant tout type de handicap. Au niveau régional, avec le comité d'entente régionale des associations représentatives, et je suis animatrice et co-animatrice de ces collectifs. Je siège dans différentes commissions d'accessibilité. Je siège en CDAPH, donc la commission des droits et de l'autonomie au niveau des MDPH depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis aussi conseillère au CESER, Conseil économique, social, environnemental, régional d'Occitanie, où je représente justement les associations régionales. Et je suis depuis cet été aussi élue municipale et élue métropolitaine sur la liste d'opposition qui a failli gagner la mairie de Toulouse à peu de choses près sur une liste citoyenne. Sur la question donc, du tri des patients pendant le Covid. Tout d'abord, la période de confinement a été l'occasion pour moi de lire et de m'interroger sur ce qui était en train de se passer. Et donc, dès début mars, malgré la campagne, j'ai commencé à lire un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur la Covid. Et puis très vite, je suis tombé sur des articles évoquant la question d'un tri des patients. J'ai découvert à ce moment-là que le tri existait avant la Covid, mais qu'il y avait différentes formes de tri et différentes causes et conséquences. Je dois préciser aussi qu'Handisocial a arrêté de faire des dossiers individuels, enfin j'essaye d'arrêter d'en faire, et on s'est dirigé vers des actions dites activistes de désobéissance civile non violente, notamment à l'occasion de l'ordonnance accessibilité qui en 2014 a remis en cause la loi de 2005 et accordé des délais supplémentaires aux autorités locales et mis fin à la notion de la continuité de la chaîne de déplacement. J'ai aussi découvert avec mes amis
de Clé Autiste, hein, qui est une association sur laquelle on est partenaire sur cette question du Covid. Clé Autiste qui représente directement les personnes autistes adultes. Et puis avec le Clé, le collectif de lutte, c'est un collectif, je ne me souviens jamais, Irène, tu peux peut-être m'aider? Non, on ne t'entend pas. Non, pas encore. Alors, c'est le comité de lutte pour l'émancipation des personnes en situation de handicap. Il y a quelque chose, il y a émancipation dedans, il y a handicap, il y a… Voilà. Et en fait, ce que défend le Clé, et ce que ça a été les premières personnes en France à parler de validisme et de capacitisme. Alors, c'est quoi? Parce que c'est important, je crois, de parler de ça. Le validisme, je vous renverrai peut-être vers des vidéos qui en parlent beaucoup mieux que je ne saurais le faire. C'est cette norme sociale non écrite qui fait que l'espace public, l'organisation, le bâti sont conçus pour l'homme idéal, la norme à atteindre, en général le jeune blanc, mâle, valide, en bonne santé, sportif, et que la société n'est donc pas conçue en partant des besoins des personnes les plus empêchées, de façon à permettre à tout le monde une participation égale. Et pour nous, la participation, elle passe par l'accessibilité et par la compensation des handicaps. Et le validisme, c'est la résultante des sociétés capitalistes et néolibérales qui ont pour premier objectif le productivisme pour la rentabilisation du capital à court terme. Et ça produit effectivement un système de discrimination et d'oppression dont nous payons, je dirais, le prix quotidiennement. Déjà, la littérature a reconnu que le handicap, ce n'était pas quelque chose d'intrinsèque à la personne, que on était face à des situations de handicap et que la question de l'environnement dans lequel on évoluait était autant, si ce n'est plus importante, que nos déficiences ou nos incapacités ou nos différences, suivant l'angle sous lequel on voit les choses. Et donc, on a mené des actions de désobéissance civile. Donc, j'ai été une des premières à organiser des opérations péage gratuits avec nos fauteuils roulants, nos cannes blanches. Et puis, et ça a failli, ça a permis de faire reculer très légèrement le gouvernement. Et en 2017, on a recommencé, 2018, je veux dire, avec la loi Elan qui a finalement divisé par 5 la production de logements neufs accessibles, alors même qu'on en manque. Et je suis aujourd'hui, je dirais, victime d'un acharnement policier et judiciaire à mon encontre, puisqu'en plus de tout cela, j'ai trouvé le moyen de devenir gilet jaune et d'être victime de violences policières en mars 2019. Voilà, des policiers qui ont manipulé mon fauteuil malgré mes avertissements, et ça a abouti à 5 fractures du pied, une trentaine d'hématomes sur tout le corps. Et quand j'ai porté plainte, je me suis retrouvé moi-même mise en accusation, accusé notamment de violence à l'égard d'agents dépositaires de la force publique. Et bizarrement, ma plainte à moi a été classée, mais celle des policiers a prospéré, puisque le 6 décembre 2019, j'ai été condamné à 2 mois avec sursis, 1 an d'interdiction de manifestation et plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts vis-à-vis des policiers soi-disant blessés, mais qui n'avaient aucun certificat médical, à l'issue d'un procès au cours duquel j'ai eu affaire à un magistrat qui a refusé de visionner les vidéos qui prouvent la responsabilité de la police et mon innocence de tout ça. J'attends, et je dois encore attendre plus d'1 an pour faire appel, mais je vais aussi passer en correctionnel. Je vais avoir un procès en correctionnel en janvier, un autre en février, et un 3e au mois de mars. Je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai décidé d'occuper la justice. Plus sérieusement, je suis poursuivi effectivement dans le cadre des actions Gilets jaunes pour une opération péage gratuit. Et suite à mon interdiction de manifestation et par rapport à ce qui s'est passé par rapport au tri des patients qui allait commencer en Haute-Garonne, j'ai décidé, malgré l'interdiction de manifester, d'aller manifester en expliquant pourquoi, ce qui me vaut une 4e convocation en correctionnel au mois de février, avec à la clé le risque d'1 an de prison ferme. Je suis aussi poursuivi pour avoir, avec mes camarades, pour protester contre la loi Elan, bloqué un TGV
ce qui nous a permis d'obtenir des travaux d'accessibilité attendus depuis 10 ans en gare de Toulouse, et pour avoir bloqué le trafic aérien en bloquant les pistes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac en décembre 2018. Nous sommes 15 à être poursuivis. Henri Leclerc va être notre défenseur, estimant que c'est vraiment une question de droits de l'homme. Et donc, pour revenir à la question du tri des patients, j'ai commencé à lire toutes sortes d'articles, d'études et autres, et notamment il y a eu un article qui a été peut-être un peu plus un déclencheur, c'est l'article qu'a fait Florence Aubenas dans Le Monde et qui s'appelait Corona Land. Mais il y avait déjà, il y avait le 11 mars Conversation qui faisait coronavirus et triage de catastrophe. Faudra-t-il choisir qui sauver et qui laisser? Le médico-social qui a commencé à parler à alerter sur des tris de patients, mais qui s'est très vite tu. Et moi, je fais le lien entre le silence du médico-social et le lien, je dirais, pathologique et le conflit d'intérêts permanent qu'il y a entre ceux qui parlent en notre nom et qui ne sont pas nos représentants, comme si demain on demandait aux gardiens de prison de parler à la place des détenus. Il y avait eu une contribution le 13 mars du Comité consultatif national d'éthique. Il y avait le 16 mars dans rue 89, dans le Haut-Rhin, le personnel soignant contraint de refuser certains patients. Enfin, si vous voulez, j'ai toute une liste d'articles qui retrace un petit peu, enfin, qui permet de voir un petit peu toutes les lectures que j'ai pu avoir à la fois sur le tri, mais aussi sur une meilleure connaissance et compréhension de cette épidémie et de ses spécificités. Il y a eu donc aussi les documents du syndicat français des animaux, SFAP, et qui parlait de score de fragilité. Et pour être... donc tout ça m'a amené, ainsi que mes camarades, on a eu des échanges, on s'est relayé différents articles, on a eu des lectures communes, on a fait des communiqués de presse pour alerter sur ce tri, alerter sur un terme qui nous a particulièrement choqués, celui de mort acceptable et de mort non acceptable. Et donc, on en est venu récemment, puisque être partie civile, donc clé autiste et handisocial, puisque le clé, lui, n'a pas d'existence légale lui permettant de se porter partie civile. On est partie civile d'un référé probatoire qui a été déposé devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur la base de l'article 145 du Code de procédure civile. Donc, dans ce document, on a assigné différents organismes publics et parapublics, la Direction générale de la santé, l'Agence régionale de santé Île-de-France, la Haute Autorité de santé, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'Agence nationale de santé publique, la Direction générale des douanes, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, différents EHPAD, la grande distribution, notamment les groupes Carrefour et Leclerc. Et comme partie civile, en dehors d'Handisocial et Clé Autiste, il y a l'Union Prévention Gestion des crises sanitaires, UPGCS, et l'association Améliorer les relations soignants-soignés. Et donc, nos avocats sont Maître Christophe Legueva, qui travaille au niveau qui est inscrit au barreau de Toulouse et au suivi du barreau de Paris, et Maître Arnaud Durand. Et donc, dans ce référé, dans cette procédure, on a rassemblé 3 séries de questions qui sont à l'origine de différentes demandes de communication de pièces. Il y a une première série sur les masques, comprendre le fiasco des masques, le changement de doctrine, suivi d'aucun accompagnement, d'aucune vérification, sachant que la procédure dont je vous parle est en accès libre, donc vous pourrez accéder à l'ensemble des éléments de manière plus détaillée. Donc, on veut comprendre comment la France a pu tout à la fois voir disparaître son industrie et s'installer dans une situation structurelle de manque de masques, que sont devenus les stocks de l'Eprus et qui devaient être conservés par les établissements. Et on veut aussi vérifier les informations relatives à la destruction de plus de 300 millions de masques et l'apparition opportune
d'autant de masques commercialisés par la grande distribution. La deuxième série de questions, c'est sur le choix thérapeutique ou le tri des malades. Il y a eu de nombreux témoignages, y compris devant la représentation nationale, qui font état de tri de malades sur des critères non pas thérapeutiques, mais sur des critères de notre point de vue discriminatoire, agisme et validisme. Et puis la troisième série, c'est sur la question du Rivotril, la question effectivement de la vie et de la mort dans les EHPAD et dans les maisons de santé au plus fort de la crise. Il y a certains syndicats qui ont dénoncé l'injection de Rivotril, alors pour éviter des hospitalisations jugées superfétatoires et qui ont entraîné le décès des personnes soumises à ce traitement sans qu'on ait l'assurance qu'elles aient donné leur accord ou que leur famille ait été informée. Il semble même qu'il y a des personnes qui aient été traitées, placées sous Rivotril juste par le simple fait d'être suspectées d'avoir été contaminées par le Rivotril. En tout cas, ça pose le problème du manque de tests, de décisions à l'aveugle et de faute de certitude sur le diagnostic. Donc, pour l'instant, même si on a pris pas mal de précautions oratoires dans cette requête, et personnellement, j'en prendrai un petit peu moins parce que je me suis fait un petit peu mon intime conviction, et après, ce sera à vous sur les éléments que je donne et sur d'autres de juger. Donc, notre avocat dit qu'il est prématuré d'accuser et de demander des comptes, mais qu'il paraît, et là je suis tout à fait d'accord avec lui, nécessaire de rechercher des preuves et de les sanctuariser afin d'éviter toute altération, modification ou disparition. Ça rappelle l'affaire du chlordécone où des archives sensibles peuvent disparaître, laisser enquêteurs et historiens devant un vide abyssal. Donc on souhaite rassembler des informations, des preuves, solliciter des expertises, notamment informatiques, et dans le but de permettre plus tard que des juges, on espère, indépendants et impartiaux, en tout cas plus que ceux qui m'ont jugé, de prendre le temps d'écrire l'histoire judiciaire des oublis, des délaissements et des fautes civiles, administratives, voire pénales, que les éléments réunis, rassemblés, pourront contribuer à démontrer. Alors attendez, je reprends mon autre document. Je n'ai pas eu trop le temps de me préparer, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc le document, la requête, elle est... Je vais me baser sur la requête parce qu'elle est très bien construite et qu'on ne va pas réinventer ce qui existe déjà. Donc je vais prendre certaines pages, je ne vais pas vous faire une lecture intégrale. Donc assignation... Voilà, je me suis noté certaines pages. Alors, page 131. Voilà, c'est le 3, la section 3. Non, je suis allé trop loin. Section 3, voilà. Page 130. Non, c'est avant. Ah, merde. Excusez-moi. Voilà. C'est à partir d'ici. Attendez, je vais essayer de déplacer pour ne pas trop tourner la tête parce que j'ai du mal à tenir la tête tournée. Voilà, on va essayer de s'y retrouver comme ça. Voilà, donc sur la question du tri des malades et sur le nombre de décès particulièrement élevé en EHPAD et dans les établissements sociaux et médico-sociaux de personnes handicapées, la question s'est posée de savoir si les personnes ont été sacrifiées délibérément. Il y a eu une première adresse de Macron le 12 mars qui parlait de protéger nos compatriotes les plus vulnérables et de protéger les plus vulnérables d'abord, et que c'était la priorité absolue.
Il parlait des personnes âgées, des personnes affectées par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et le cancer. On sait aussi qu'on était dans le cadre d'un système de santé qui, sans attendre la crise du Covid, était déjà particulièrement fragilisé. Chaque hiver, on a vu les scènes dans les services d'urgence avec des patients dans les couloirs, et chaque année, une mortalité extrêmement importante dans les EHPAD et dans les lieux collectifs. Donc très vite, il y a eu une crainte de saturation du système de santé, et puis il y a eu des transferts organisés qui ont d'ailleurs confirmé ces inquiétudes. Et en étudiant un peu plus de manière approfondie la question du sort des personnes en situation de handicap, qui a été un peu occultée par rapport à celle des personnes âgées en EHPAD. Il y a, je crois que si on compare EHPAD et établissements accueillant des personnes handicapées, c'est des rapports de 1 pour 10. Voilà. Et on a cherché les origines, les causes de dysfonctionnement du SAMU pour mettre en évidence un changement de paradigme, avec le sentiment que les pouvoirs publics sont passés du choix thérapeutique fondé sur la morale kantienne à un tri des malades au nom d'une vision utilitariste. Donc il y avait déjà des fragilités préexistantes sur la question de notre système de santé et sur la question de la prise en compte du handicap, puisque si le handicap avait été érigé en priorité du quinquennat, faut bien dire que les résultats concrets se font attendre. Il faut savoir, je ne sais pas si vous avez connaissance d'un rapport de l'ONU qui est sorti en janvier 2019 sur la manière dont la France met en application la Convention des droits des personnes handicapées qu'elle a ratifiée, ainsi que son protocole facultatif en 2010 ou 2011. Et je dirais que ce rapport, pour le résumer, il y a 3 termes forts qui sont utilisés dedans. C'est ségrégation, privation de liberté et atteintes aux droits humains. On est en France dans un système qui est caractérisé par la poursuite de l'institutionnalisation, qui, si elle a pu être une solution dans les années 50, aujourd'hui se révèle être un carcan pour les personnes et leur autonomie. Nos associations se battent pour le droit à la vie autonome et pour que rien ne soit fait sans nous. Or, aujourd'hui, le système français se caractérise par une représentation non pas directe des personnes, mais par les associations gestionnaires, qui sont devenues d'énormes machines avec des cadres sup qui sont payés quasiment comme dans l'industrie et qui s'expriment en notre nom sans en avoir la légitimité et qui maintiennent un système, un choix effectivement d'établissements spécialisés qui ont pour caractéristique de faire que les personnes ne sont pas dans la société. Alors la loi de 2005 a un petit peu changé les choses, mais très peu, puisque en dehors des personnes très lourdement handicapées qui, si elles connaissent leurs droits et si elles sont bien défendues, peuvent obtenir 24 heures sur 24 d'aide humaine, il faut dire que pour beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et c'est, pour vous donner 2 exemples qui sont assez flagrants de l'écart qu'il y a entre les discours, même entre les textes de loi. La loi de 2005 avait prévu la compensation intégrale du handicap dans tous les domaines. Le problème, c'est que les textes réglementaires, eux, ont été extrêmement restrictifs et qu'en plus, depuis la crise de 2008, l'application même de ces textes réglementaires est à minima, et même la CNSA donne des consignes et forme les services évaluateurs à restreindre encore plus le droit. Un exemple, les actes essentiels qui sont pris en compte pour avoir droit à une aide humaine excluent l'aide pour la parentalité. Donc, on ne peut pas être personne en situation de handicap et parent. Exclut les activités dites ménagères, c'est-à-dire qu'on peut vous aider à prendre une cuillère, la porter à votre bouche si vous ne pouvez pas le faire vous-même, mais on ne peut pas faire les courses ni préparer le repas pour remplir cette cuillère.
on est dans l'hypocrisie la plus totale. Autre exemple pour la toilette. On peut vous faire la toilette, mais on ne peut pas laver le linge qui sert à faire la toilette. Donc, il faut m'expliquer comment on mange et comment on fait la toilette si on n'a pas de linge propre et si on n'a pas de quoi mettre quelque chose dans la cuillère. Et c'est l'occasion souvent, à l'occasion de renouvellement de droits, puisque les droits avaient été accordés à peu près correctement en 2006, mais à l'occasion des renouvellements qui arrivent à peu près tous les 5 ans, il y a des personnes qui se sont vues poser des questions innocentes du type « Comment vous faites pour les courses et comment vous faites pour préparer les repas ?» Ben, c'est l'auxiliaire de vie qui le fait. Ça fait moins tant d'heures à la fin lors du renouvellement. Hein. C'est la question de l'accessibilité, c'est la question de l'inclusion. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, la loi Elan, hein, qui a pourtant été plus que critiquée, dénoncée par le défenseur des droits, dénoncée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dénoncée par le Conseil de l'Europe, et qui pourtant a été votée. Et moi, je continue sur Toulouse à avoir régulièrement des gens qui m'appellent pour m'expliquer qu'ils sont prisonniers d'un logement parce qu'ils vivent soit un handicap qui s'est dégradé rapidement, soit une situation de handicap qui est arrivée après une période de vie valide, soit ils sont dans des établissements et n'arrivent pas à en sortir. Et ces établissements ne font pas grand-chose pour permettre que, voilà, que les personnes puissent vivre en autonomie. De quel droit, mais laisse-t-on des enfants aller dans des établissements spécialisés, alors que si on s'en donnait les moyens, ils pourraient vivre à domicile et leurs parents ne devraient avoir à jouer leur rôle que de parents et ne pas devenir en plus des soignants sans l'avoir souhaité. C'est pourtant la situation française, c'est la situation de pauvreté, c'est la situation d'accès aux soins, c'est le manque de formation du corps médical sur la question du handicap. Et tout ça, ça aboutit à des situations, voilà, on est dans un double langage sur les personnes en situation de handicap. On en est à parler de se plaindre des représentations, mais tant qu'on n'agira pas sur les leviers que sont la conception universelle de l'espace public, de l'organisation, et puis la question de la compensation du handicap par le biais des aides humaines, des aides techniques, des aménagements de logements, des aménagements de véhicules. Un autre exemple, hein, moi je fais partie de ceux qui s'en sortent bien. On est aux clés, Elena Rojas est avocate, Elena Chamorro est professeure d'université. On est, je veux dire, le contre-exemple de la majorité des situations de handicap, de personnes qui soit sont dans la culpabilité parce qu'on les a éduqués à se taire, à se faire oublier, soit on est un peu face à un double discours. Hein. On est soit censé être des exemples, des leçons de vie, quelque chose qui va rassurer les valides et qui va leur donner de la force et de l'espoir, ou alors on est des misérables et on ne vaut pas la peine, nos vies ne valent pas la peine d'être vécues. Nous, on défend le fait qu'on n'est ni l'un ni l'autre, et surtout qu'on n'a pas à être ni l'un ni l'autre. On a, au même titre que les autres, le droit de vivre et de participer à la vie en société, et c'est à la solidarité nationale, et non pas à la charité comme le Téléthon, de nous permettre de mener des existences citoyennes en compensant nos handicaps. Voilà, donc on a aussi souligné dans cette requête le danger du discours sur la médecine de guerre et sur une visée utilitariste de la médecine. Alors, il y a aussi la question de la définition de l'OMS selon laquelle toute personne handicapée est handicapée, toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouve compromise, est apparue comme péjorative et désuète. Il y a la définition de la Convention ONU, qui est une approche différente et qui dit que les personnes handicapées comprennent celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres, sachant que la définition de la loi de 2005 est plus restrictive. On sait aussi qu'à l'échelle d'une
d'une population, on a environ 15% des habitants d'une planète qui vivent des situations, qui vivent avec un handicap sous une forme ou une autre. Et plus de 200 millions d'entre elles dans le monde qui ont des grandes difficultés fonctionnelles. En France, on parle de 12 millions de personnes en situation de handicap. Ça va des situations les plus lourdes aux incapacités les plus mineures. Et dans plus de 80% des cas, hein, c'est ce qu'évoquait l'une d'entre vous, il s'agit de handicaps qui sont invisibles, qui ne se remarquent pas au premier regard. Ça peut aller de les conséquences d'un traumatisme crânien qui sont souvent très sous-estimées, un handicap physique léger, une surdité, des troubles psychiques. Et on sait aussi que plus du double hein, de la population par rapport à la population vaside qui sont au chômage et que 67% déplorent le manque d'accessibilité des lieux publics, des difficultés à se déplacer. Alors, sur la question de la santé, hein, l'article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées énonce le droit à la santé des personnes handicapées. Il comprend la fourniture de la même gamme et de la même qualité de soins de santé que ceux offerts aux autres personnes et la prévention du refus discriminatoire de soins ou de services de santé ou de nourriture ou de liquide en raison d'un handicap. C'est l'alinéa F de l'article 25. Odile, oui. Je vous interromps, je trouve ça vraiment absolument passionnant, mais je pense qu'il nous faudrait peut-être vous réécouter une autre fois dans une autre audition qui porterait sur l'ensemble des questions liées au validisme et au handicap. On a à la Ligue des droits de l'homme un groupe qui est spécifiquement dédié aux questions de handicap. Donc là, peut-être aujourd'hui, si on pouvait se recentrer sur cette question spécifique du tri, sur votre vision. Mais encore une fois, vraiment, je suis passionnée, donc je voudrais vous réécouter. Mais... Alors, je vais juste vous dire que ce qu'a dit Madame Catalina de Vandas, hein, qui était la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, dans le contexte du coronavirus, les États doivent garantir l'égalité d'accès aux services d'urgence pour les personnes handicapées. Et elle a affirmé que les personnes handicapées méritent d'être assurées que leur survie est une priorité. Il y a l'IDA, hein, l'Association internationale du développement, qui a dit les mêmes choses. Et pour commencer un petit peu à introduire donc, la question du tri, je peux vous raconter l'histoire d'un jeune adhérent d'Handy Social et des craintes qu'on a eues par rapport à ce qu'on a pu lire. Ahmed, il faut savoir que c'est un jeune garçon qui était tétraplégique et qui est plein de vie, qui a 20 ans. Il est président du club de foot de son quartier, il poursuit des études universitaires et il est dépendant de tous les actes essentiels parce qu'il ne commande pas bien ses 4 membres supérieurs et inférieurs. Et il a des mouvements involontaires et surtout, il a une difficulté majeure d'élocution qui rend très difficile les échanges verbaux avec lui. Et ce garçon, si par exemple il avait eu un Covid avec une forme grave, il aurait été dans l'impossibilité de s'exprimer par téléphone pour expliquer sa situation à des services d'urgence, qui en plus saturés n'auraient pas eu le temps ni la patience de déchiffrer ses propos. Par contre, quand il s'exprime à l'écrit, c'est tout à fait compréhensible, raisonnable et autres. Il aurait été refusé sur un critère de handicap et d'autonomie, alors qu'il ne présente aucune comorbidité, qu'il est en pleine santé, heureux de vivre. Les résidents, alors il y a un début de réponse qui peut être apporté, c'est les résidents adultes des établissements pour personnes handicapées décéderaient 2,5 fois plus du Covid-19 que les Français âgés d'au moins 20 ans. Mais ça n'a rien à voir avec la situation dans les EHPAD où là, la mortalité, elle est 21 fois supérieure à celle de l'ensemble des adultes. Ça tirait d'un décompte officiel du 1er mars au 27 avril. 270 personnes accueillies dans les établissements pour personnes handicapées sont mortes du Covid-19 selon les données recueillies par Santé publique France. Il y a à peu près 150 000 personnes adultes qui vivent dans ces établissements, d'après l'adresse et d'après la CNSA. Mais aujourd'hui, il y en a à peu près 10%, jusqu'à 10% dans certaines associations,
qui sont retournés dans leur famille durant le confinement. Les institutions qui accueillaient des enfants aussi ont fermé leurs portes. Donc, s'il y a 270 personnes décédées parmi les 150 000 adultes handicapés, ça fait un taux de mortalité pour 10 000 personnes qui s'élève à 18 contre 0,07 de l'ensemble des adultes français. Voilà, je vous laisserai lire le reste. En fait, nous, ce qui nous a choqué en premier, je vais essayer de trouver la partie où c'est. Donc, il y a eu déjà les précédents italiens et belges où on a entendu parler de tri justement dans ces pays. Alors, les cas en France. Il y a eu ce qu'a dit l'anthropologue spécialiste du handicap, Charles Gardou, qui a agi notamment pour la reconnaissance des 50 000 victimes de la Seconde Guerre mondiale décédées dans les hôpitaux psychiatriques et qui estime que sur cette question, que les pénuries de protection médicale appliquées aux personnes handicapées sont aujourd'hui l'équivalent de la pénurie de ressources alimentaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Il dresse alors le constat suivant sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Il n'y a pas de démonstration plus parlante de la hiérarchisation des vies, celles qui sont reconnues et méritent d'être soignées, et celles qui ne sont pas prioritaires, pour lesquelles les portes se referment et qui disparaissent sans fracas comme sanctionnées d'une faute. L'IRESMO aussi, qui, dans un document datant du 8 avril 2020, intitulé « Les risques éthiques du discours sur le triage dans l'espace public », affirme que devant les mesures de triage médical, quel que soit d'ailleurs le critère de triage choisi, celui-ci implique un risque de discrimination et irait à l'encontre du principe fondamental de la bioéthique qui a valeur constitutionnelle en France depuis 2014. Et il y a cette pratique du tri opportuniste, elle permet de créer une confusion mensongère de notre point de vue entre les situations qui sont dites d'obstination déraisonnable, qui est une notion médicale, et les cas issus de manque de ressources et de moyens avec les notions de politique sanitaire. Pour nous, la crise du Covid-19 a démontré que la question du tri des patients ne peut pas être confondue avec la volonté d'éviter l'acharnement thérapeutique, mais constitue le prix à payer, sans le dire ou reconnaître, pour 30 ans d'une vision managériale et malthuséenne de l'hôpital. Il y a eu un article du Courrier international publié le 26 mars qui relate que l'Allemagne s'alarme de la situation sanitaire en France concernée par le triage des patients dans les hôpitaux alsaciens. Il y a eu la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui parle de toute personne de plus de 75 ans n'est plus intubée, des spécialistes allemands qui parlent de rapports alarmants à Strasbourg, et Die Welt qui dit on n'aide désormais plus les patients les plus âgés qu'à mourir. Il y a eu aussi la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin qui avait d'ailleurs demandé de l'aide aux hôpitaux allemands quelques jours auparavant et qui, interrogée par le journal Die Welt, confirme notamment les patients de plus de 80 ans et plus de 75 ans, certains jours même de plus de 70 ans, ne peuvent plus être intubés car nous manquons tout simplement de respirateurs. On ne le dit pas assez, car non seulement nos voisins allemands, mais aussi les Français en dehors de l'Alsace, n'ont pas encore conscience de la situation. Il y a eu la situation rencontrée sur le terrain semble bien différente de celle qu'apprécie de manière désincarnée le juge des référés du Conseil d'État qui trouve normal de placer des personnes contaminées ou simplement suspectées de l'être sous Rivotril, ce qui les conduit à une mort certaine. Donc on a voulu vérifier ça dans le cadre du ressort de l'ARS Île-de-France, sachant que nous souhaitons à terme lancer les mêmes procédures dans d'autres régions de France, en tout cas celles où il y a eu des tris avérés, en tout cas pendant la première vague, et il va falloir se poser la question de la deuxième vague. Voilà. Et là, on soulève le fait que le paradoxe des critères de vulnérabilité qui se transforment en critères d'exclusion des soins. C'est-à-dire qu'au lieu de déboucher sur une attention renforcée, sur un accès aux soins privilégiés, les critères de vulnérabilité au Covid ont finalement servi de critères d'exclusion des soins.
on a vu, hein, on a eu des témoignages de personnes qui se sont refuser l'admission dans les établissements de santé et certaines contraintes de rester dans leurs établissements médico-sociaux. Alors oui, c'est le 26 avril hein, que Florence Aubenas, grand reporter au Monde, dans son article hein, que je vous invite vraiment à lire, « Bienvenue en Alsace à Coronaland », elle brosse un portrait au vitiliol de la gestion catastrophique de cette crise sanitaire. L'un des passages les plus bouleversants de son reportage concerne les personnes en situation de handicap atteintes par le virus. Elle décrit le bonheur d'une aide-soignante ravie d'entendre à nouveau un résident pousser des hurlements alors que celui-ci restait depuis des jours recroquevillé dans des positions de fœtus en silence. Témoigne le témoignage de Pierre Buchon, directeur général de l'association Marie Piré, qui prend en charge 330 personnes handicapées dans différentes structures et apporte de nombreuses réponses. Ainsi, il dénonce une situation invraisemblable. S'il devait bénéficier d'une attention renforcée et d'un accès aux soins privilégiés du fait des critères de vulnérabilité au Covid-19, ces derniers servent finalement de critères d'exclusion de tout soin. Donc, il constate que les personnes handicapées sont discriminées en affirmant que des résidents de son centre sont décédés par défaut de soins, mentionnant les refus réitérés du SAMU de les prendre en charge. Les cahiers de transmission montrent que dans la nuit du 25 mars 2020, l'établissement de Rifspac a alerté à 3 reprises pour 3 résidents différents le SAMU. Aucune ambulance ne vient. À 3 heures, c'est le SAMU lui-même qui rappelle pour dire « arrêtez de téléphoner, on est saturé ». Le lendemain, Pierrick Buchon décide de solliciter l'ARS du Grand Est. Cette conversation, elle va durer 18 minutes. Ils me le font comprendre très clairement. Les personnes handicapées ne seront pas prises en charge. Vous voulez garder. Cette affirmation revient souvent dans les différents témoignages et justifie les interrogations posées au SAMU Île-de-France pour déterminer la situation en Île-de-France. Toujours Florence Aubenas, hein, qui a été interviewée par Mouloud Achour sur Canal+, arrive à la conclusion suivante, Dixit, hein, il y a un tri, à âge égal, à pathologie égale, il y a un tri. Et on privilégie la norme comme toujours malheureusement. En effet, hein, même en dehors de toute période de crise sanitaire, certains médecins, quand ils voient arriver des personnes handicapées aux urgences, n'ayant pas l'habitude de les gérer, peuvent dire « ces patients-là, ce n'est pas mon truc » et les renvoyer ainsi dans des établissements sans même les ausculter. Et là-dessus, je peux Il y a un décrochage là. Ignorance, au manque de formation, à des représentations aussi qui posent problème hein, sur la qualité de vie ou l'intérêt de nos vies. J'ai un de mes jeunes adhérents là, qui répond sur Instagram à des questions du type « mais moi, je me suiciderais à ta place si j'étais dans ta situation ». C'est des remarques qu'on peut entendre assez régulièrement, hein, comme quoi nos vies, est-ce qu'elles valent vraiment la peine d'être vécues. Je précise par ailleurs que je suis adhérente de l'ADMD, hein, je défends le droit de mourir dans la dignité, d'autant plus que j'ai assisté à la fin de vie de ma mère qui est morte à 50 ans d'un Parkinson et qui est morte en s'étouffant. Je le souhaite à personne. Par contre, la confusion qu'il y a entre la qualité supposée de nos vies et l'intérêt de nos vies et ce que nous souhaitons nous pose réellement problème. Pour continuer sur le fait de laisser les personnes en situation de handicap dans les structures d'accueil. Est-ce que, je profite on ne vous entend pas trop d'ailleurs là, il y a des moments où ça coupe. Est-ce que vous pouvez peut-être, parce que le temps passe, vous recentrer sur l'étude que vous êtes en train de faire au-delà des… c'est très intéressant de rappeler Florence Aubenas, on l'avait nous-mêmes signalé hein, dans notre lettre mensuelle, donc on a pas mal d'éléments déjà écrits de journalistes, mais par contre c'est intéressant de savoir quel témoignage vous arrivez à recueillir, là, ça peut être particulièrement utile. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Ah, zut, un problème. Vous avez la situation du cynique. C'est le docteur Laurent Alexandre, grand ami de Macron, qui nous explique que y a des gens, ils ont vécu suffisamment de temps, ils ne sont plus très utiles, donc s'ils disparaissent, ce n'est pas un drame. Et il y a des gens hein, qui ont tenu des propos comme ça, on l'a entendu. Cela, je vous laisse
choisir les qualificatifs qu'on peut leur poser, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a, et ça je crois que c'est malheureusement les situations les plus fréquentes, il y a des médecins qui sont soucieux de leurs patients, mais qui ont un problème de représentation de ce qu'est le handicap, de ce qu'est la maladie, et qui, dans une approche que je qualifierais de compassionnelle, mais erronée, pensent qu'ils qu'ils nous rendent service, que notre qualité de vie fait que nos vies ne sont pas désirables, souhaitables, et que finalement, ils nous rendent service. Et ça, hors Covid, et donc encore plus en période de Covid, je dirais que si les médecins sont confrontés à des urgences, à des choix impossibles, c'est un élément qui, à mon avis, est entré en compte, avec des personnes qui n'avaient peut-être pas le désir de faire mal. Mais ça s'est passé. Donc, il y a un gros travail, de mon point de vue, à faire sur les représentations du corps médical, sur ce que sont nos vies, et sur la prise en compte de mieux nous écouter. Je le vois avec les myopathes. Hein. Bien souvent, le patient ou son proche n'est pas écouté, alors qu'on est des experts de nos propres situations de vie. On est des experts des solutions qui nous concernent. Et qu'il y a... et là, je pense que c'est ce qui est à mettre en cause, c'est la formation des médecins. Sur la question du handicap, même les jeunes médecins, ils ont voilà, ils ne sont pas formés. On ne les a jamais mis en contact avec des personnes concernées qui maîtrisent le sujet. Et donc, il y a ce problème de tri face à des ressources qui ont manqué. Ça, je crois que c'est quelque chose d'établi, hein, que les ressources ont manqué. Et donc, ça a fait ce tri. Et ce tri s'est fait à différents niveaux. Il s'est fait dans les établissements médico-sociaux, comme en témoigne Florence Aubenas, et il y a pas mal de témoignages dans son long article. Il s'est fait au niveau parfois de l'établissement. Ça peut être chez les personnes âgées, des établissements personnes âgées, des EHPAD qui n'ont pas voulu faire savoir qu'il y avait des décès, faire savoir que le manque de moyens de protection, hein, parce que ça a été aussi le marqueur, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les établissements médico-sociaux ont eu des masques encore plus tard que les établissements de santé qui eux-mêmes ont attendu bien trop longtemps. Donc, il y a eu des contaminations dans des lieux de vie collectifs qui sont des clusters en puissance. Il y a eu donc la décision de laisser mourir les gens avec ou sans soins palliatifs, souvent sans soins palliatifs lors de la première vague. Il y a eu effectivement les SAMU quand ils ont été appelés, ou l'hôpital qui a dit les patients, vous les gardez. Il y a eu des échelles, des documents de... attendez, il faut que je retrouve le document. Que je reprenne où je l'ai. Excusez-moi, j'ai tellement de données que c'est parfois difficile de s'y retrouver. Il y a eu des documents de l'ARS Île-de-France. Alors, attendez, est-ce que je les ai? Voilà. Ouais, non, ils les ont mis à jour. Ils les ont mis à jour. Voilà, par contre, oui, il y a la SRFL. Alors, attendez, celle-là, c'est... Est-ce qu'ils les ont laissés en ligne? Donc, la Société de réanimation de langue française, hein, qui a publié des recommandations dès le 9 mars. Et, alors, attendez que je... Prise en charge.
Non, je vais rester sur le document. Là, ça va être la plupart de compliqué. ces documents, on les a, nous. Hein, Oui, et puis je vous enverrai la liste de tout ce que j'ai. Voilà. Oui, ça permettra qu'on compare, mais on a nous-mêmes Ouais. assez beaucoup. Mais dans le temps qui nous reste, là, peut-être d'ailleurs passer, sauf si vous avez encore des choses très précises. Ouais. En fait, sinon, quelques questions peut-être. Ouais. Juste sur la question du tri. J'entends tout à fait parce que la difficulté, c'est que on est bien conscient du fait que tout le monde n'est pas en capacité de bien supporter une réanimation et sans conséquence. Et qu'effectivement, plus on est âgé en moyenne, plus on a de comorbidité, plus ça peut compliquer la réanimation, d'autant que les réanimations Covid sont des réanimations qui duraient plusieurs semaines pendant la première vague. Donc ça, on en est conscient. Ce qui nous pose problème, et ce que nous, ce qui nous aurait paru sur le plan éthique convenable, c'est d'abord que les personnes soient transportées à l'hôpital. Déjà qu'il n'y ait pas un tri qui se fasse en amont. Et que transportées à l'hôpital, elles aient été accueillies dans des conditions décentes, ce qui n'est même pas le cas en période de grippe. Mais que, une fois accueillies à l'hôpital, elles aient bénéficié, par exemple, de l'oxygénothérapie à haut débit, ce qui est aujourd'hui un des premiers traitements qui ne se faisait pas, semble-t-il, pendant la première vague. Qu'elles aient pu bénéficier d'un entretien singulier avec les médecins et que le consentement éclairé du patient ait été recueilli. C'est-à-dire que le médecin ait pu dire à la personne, voilà, votre situation médicale est la suivante, votre Covid est à ce stade, la préconisation pour vous traiter et vous guérir est la suivante, et éventuellement dans ce tableau, la question de la réanimation. Et d'effectivement que le médecin décrive quelles peuvent être les conséquences de la réanimation chez ce patient précis et non pas chez tous les patients de tel âge. Parce que là aussi, moi j'ai lu des études qui montrent qu'en fait, entre les pronostics que font les médecins par rapport à la capacité de subir une rémission des patients, par rapport à son pronostic vital, par rapport au risque de se retrouver en rééducation pendant de longues semaines, de longs mois, voire plus, il n'est pas, les statistiques, en fait, les appréciations des médecins se révèlent pas toujours vérifiées. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré qu'il y a une grosse différence entre les pronostics que font les médecins quand ils voient le patient avant et le résultat après. Donc déjà que le médecin puisse dire au patient, voilà ce qu'il en est, voilà quels sont les risques que j'estime dans votre situation, du fait de votre âge, du fait de votre environnement de vie. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez malgré tout aller en réanimation ou pas? Et qu'effectivement, après, et à l'issue d'une réunion collégiale, comme le prévoit la loi, qu'effectivement, la décision soit prise. Il y a d'ailleurs, et il y a le problème qu'il y a, c'est que les scores de fragilité, ils mélangent des éléments qui sont des éléments de comorbidité, qui sont des éléments médicaux, avec des éléments qui concernent les représentations. Attendez, je raccroche. Voilà. Et je coupe le son. Je voudrais retrouver le document de la... Attendez. Document qui nous avait alerté sur la réanimation à Perpignan. Oui, on a eu aussi. Voilà, qui parle un document interne du CHU qui parle de morts acceptables et de morts non acceptables. Et surtout, les critères qui sont utilisés. Page 148. Alors, attendez, j'arrive pas à retrouver le document. Il y a la question, par exemple, de l'autonomie du patient, la question des déficiences intellectuelles, par exemple. Typiquement,
sur la question des déficiences intellectuelles, et c'est au Canada, hein, je crois, où il y a eu des critères de tri, mais qu'on retrouve aussi dans les documents français, où une personne avec handicap mental était considérée comme pas prioritaire. Or, les déficiences intellectuelles en tant que telles, ce n'est pas une comorbidité. Que ça soit plus compliqué à gérer pour un médecin, on peut l'entendre, mais ce n'est pas une comorbidité. Ça ne préjuge pas de la capacité à supporter la réanimation, si ce n'est à considérer que la vie de cette personne vaut moins. Moi, j'ai été alerté il y a un mois par un parent d'une jeune femme de 30 ans décédée parce qu'elle n'a jamais accédé à une greffe rénale. Parce qu'on considérait qu'avec son handicap mental, sa vie ne valait pas la peine. Je l'ai malheureusement appris après son décès. C'est des situations comme ça aussi. Sur la question de l'autonomie, on peut entendre qu'une personne qui n'est pas musclée, qui n'est pas jeune, qui est en perte d'autonomie, aura plus de temps de rééducation après une réanimation longue. Effectivement. Mais encore une fois, de quel droit décide-t-on à sa place? Et surtout, parce que nous, notre référé, il n'est pas dirigé contre les médecins, absolument pas. Il est dirigé contre les autorités sanitaires qui ont mené à cette situation de manque de moyens d'équipement de protection et d'obligation dans laquelle ont été un certain nombre de médecins de faire un tri. Et le tri, quels que soient les critères, de toute façon, c'est insupportable, je veux dire. Et voilà, je vais peut-être vous laisser maintenant la place à des questions. Oui, merci déjà pour ce long exposé. C'est vrai que sur un certain nombre de points, on a déjà nous-mêmes publié tout au long, puisque pendant la période de première vague et de confinement, premier confinement, on avait même fait une lettre hebdomadaire pour transmettre le plus rapidement possible tous les éléments qu'on avait, pas seulement sur cette question, mais sur l'ensemble de la gestion de la crise sanitaire déplorable. Et effectivement, comme vous, depuis longtemps, d'ailleurs, on appuyait tout le mouvement des soignants des services d'urgence pendant leur année de combat et antérieurement celle des personnels des EHPAD, dont on savait bien les graves conditions au quotidien, indépendamment d'une période de crise. Et bon, peut-être qu'à partir de ce que vous avez dit, parmi ceux qui sont présents, des questions à poser, les uns ou les autres, qui veut profiter. On a une vingtaine de minutes, qui nous reste pas beaucoup plus. Donc, Jean-Luc, non, je vois que ton micro. Moi, je veux bien poser une question qui est assez courte, que j'ai déjà posée, qui s'adresse à tout le monde et qui porte sur, je pense qu'il y a 3 éléments, comme je l'ai déjà dit. Il y a la question de la discrimination systémique qu'on va évacuer pour l'instant parce qu'en droit français, ça n'est pas reconnu. Il y a la question de réussir à établir les éléments matériels. Ça, c'est la requête que vous avez faite. Ça, c'est encore un autre problème. Et il y a le 3e problème du score de fragilité. Donc, moi, j'aimerais connaître les revendications que vous avez au niveau sur le score de fragilité, de manière à ce qu'on puisse savoir si la LDH ou pas va se positionner sur cette question de l'examen du score de fragilité qui a donné lieu a des problèmes au Royaume-Uni, puisqu'il a été, alors j'ai pu regarder l'information, mais je crois qu'il a été carrément supprimé au Royaume-Uni parce qu'il y avait 6 fois plus de personnes qui avaient des troubles d'apprentissage. Enfin, il y avait une discrimination pour les personnes. Au Canada, il n'a pas été supprimé, mais son usage a été limité car jugé discriminatoire suite à une campagne. Ça n'est pas arrivé comme ça, c'est qu'il y a une pression de la Société des personnes déficientes mentales pour obtenir cela. Et en France, c'est silence radio sur ce problème-là. Donc, est-ce qu'il y a un usage différent qui est fait du score de fragilité par rapport à ces pays-là, ou il y a une absence de débat sur quelque chose qui, normalement, est potentiellement discriminatoire? Du coup, avant que vous répondiez, Odile, j'en profiterai pour rebondir et pour poser une question à Jean-Luc Landas.
qui est donc été réanimateur. Et j'aimerais bien, parce que cette question revient depuis plusieurs auditions, que tu nous réexpliques du point de vue d'un réanimateur ce que c'est exactement que ces scores de fragilité, parce que moi j'avais compris que les scores de fragilité c'était des... Puis d'abord il y a différentes échelles, donc je ne sais pas toujours de quoi on parle. Que j'avais compris que c'était surtout des scores qui avaient été développés par des gériatres pour évaluer la fragilité des patients, des personnes très âgées, du coup, en réanimation, mais pas forcément uniquement. Voilà. Enfin, est-ce que tu peux débroussailler tout ça? Parce que je pense que ça nous aiderait. Bien, oui, je veux bien. Bon, effectivement, les scores de fragilité, c'est des scores gériatriques. Ce n'est absolument pas des scores réanimatoires, d'admission en réanimation. Je crois que le problème est très, très bien posé là, par l'exposé, en disant, et le tri s'est fait en amont de l'hôpital, et non pas à l'hôpital. Et les réanimateurs ont quasiment rien trié, pas grand-chose. D'ailleurs, il suffit de voir quel est l'âge moyen des personnes hospitalisées en réanimation pendant la période Covid pour s'apercevoir qu'il y a des personnes âgées qui y sont allées. Donc, en revanche, énormément, ça c'est clair, avec notamment le tri par le SAMU, un SAMU complètement débordé et avec utilisant des étudiants en médecine avec tout simplement des questions simples. Quel est votre âge? Et au-dessus de 70 ans, en disant non, soins palliatifs. Bon. Non, mais ça, là, on est tous d'accord, Jean-Luc. Moi, là, ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est parce qu'en même temps, si on veut déterminer s'il y a eu une discrimination explicite, il faut bien qu'elle ait été dans des textes, et ces textes, ils parlent toujours des scores de fragilité. Alors, ils ont été interprétés dans les EHPAD ou dans les établissements spécialisés de différentes façons, et ces établissements ont décidé sans doute de s'auto-censurer et de ne pas envoyer et ne pas hospitaliser les patients. Mais du coup, je ne comprends toujours pas comment exactement, qu'est-ce que c'est que les scores de fragilité dans ces documents. J'ai lu, hein, mais je crois qu'il y a des choses qui m'échappent. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer? Non, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de textes qui ont été écrits, mais c'est d'où la requête. Parce que ces textes, éventuellement, même s'ils ont été écrits, éventuellement, ils peuvent effectivement disparaître. Et lors de l'audition de mon collègue réanimateur, il a bien dit que lui qui anime la commission d'éthique de la Société française de réanimation, qui s'était bien gardé d'écrire, disant que, en clair, la responsabilité, elle était politique, elle n'était pas médicale. C'est-à-dire que devant le manque de moyens, et c'était ça qu'avaient à gérer les médecins. Bon, ça c'est la première chose. Après, je crois qu'effectivement, la question est celle des représentations. Et là encore, c'est celle je reprends l'expression, de la prophétie autoréalisatrice. C'est sûr que si on n'admet pas un malade en réanimation, il mourra. Donc, on avait raison de ne pas l'admettre puisqu'il est mort. Et donc, là-dessus, je crois qu'effectivement, les consignes qui ont été données de ne pas faire venir à l'hôpital et avoir l'attitude habituelle des soignants, qui est effectivement d'examiner et à ce moment-là, de recueillir le consentement éclairé, etc. Je ne reviens pas là-dessus, c'est très bien décrit et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais y compris dans la situation normale, il y a le gros problème, et qui est une réalité, qui est la représentation du handicap et de la personne handicapée et du choix que l'on fait à la place de la personne. Votre vie vaut-elle d'être vécue? Et vos soins, allez-vous supporter vos soins? Bon. Et ça, c'est absolument inadmissible. Effectivement, je pense qu'il y a vraiment besoin d'insister là-dessus. Ça, c'est très clair. J'ai oublié dans ma présentation de me dire que j'étais 15 ans membre du conseil d'administration de la page 44. Donc, effectivement, le handicap, c'est quelque chose que... Je suis désolée, je suis un peu lourde, mais je me permets de réinsister parce que je pense que c'est un point qui n'est pas clair et que... est-ce que tu peux expliquer à quoi sert
le score de fragilité qui est un score gériatrique, à quoi ça sert aux réanimateurs, comment ça se passe et pourquoi il est question de score de fragilité sur le Covid en fait. Quel est le rapport avec le schmilblick en fait exactement? Moi, je n'ai pas vécu la Covid en réanimation parce que je suis retraité, mais nous n'avons jamais utilisé le score de fragilité en réanimation hors Covid, jamais. Ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Donc c'est pas du tout un score. On l'utilise pas. C'est tout simple. On ne peut pas répondre à autre chose. Il est encore, comme le souligne Irène, dans les consignes de l'ARS en Île-de-France. Mais les consignes de l'ARS, attention, il faut différencier la pratique médicale des consignes de l'ARS. Non, mais je suis d'accord. On comprend bien, oui. Deux choses différentes. Mais la question, c'est quand même pourquoi est-ce que l'ARS a jugé utile d'évoquer le score de fragilité dans ses documents? Voilà. Quoi qu'on en pense. Je n'ai pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse médicale. Je n'ai pas de réponse médicale. Et d'autre part, ce que je remarque, c'est que je n'ai pas vu, mais évidemment, ils ne vont pas l'écrire. Je pense qu'il y a eu des échanges entre au moins certains membres de la Société française de réanimation et d'anesthésie-réanimation et des dirigeants de l'ARS, qui n'ont pas écrit ça tout seuls. Mais en revanche, c'est l'ARS qui l'a écrit, ce n'est pas la Société française de réanimation. C'est tout, c'est clair. Et là encore, rappelons-nous l'audition de mon collègue de La Rochelle, qui a dit, Macron lui a dit de dire que les greffes continuaient, et en fait, les greffes, on arrête. Hein, et dans l'exemple qui a été pris de la greffe rénale refusée à une personne en situation de handicap intellectuel, effectivement, on se pose la question de l'observance post-greffe du traitement, qui est la condition de la survie de la greffe. Et là-dessus, là encore, on juge à la place des gens. Voilà, je ne vais pas multiplier les exemples parce que j'en connais d'autres. Doit-on greffer les gens qui ont commis un meurtre? J'ai eu cette question à résoudre. Et la question elle a été très simple. Les personnes qui ont commis un meurtre sont jugées par des juges, et nous sommes médecins. Et nous soignons un insuffisant rénal. Point final. Enfin, un insuffisant cardiaque, c'était pareil. C'est tout, point. Mais il a fallu se battre pour ça. Alors, c'est vrai que beaucoup des témoignages qu'on a montrent un tri qui s'est fait en amont. Oui. Mais il y a aussi eu des témoignages de tri dans les établissements hospitaliers. Et après, voilà, nous, le problème, c'est le choix qu'on a fait. Hein, c'est de pas. Nous, notre problème n'est pas de mettre en cause les médecins qui ont fait des choix dans une situation donnée. Nous, notre problème, c'est effectivement de travailler sur les représentations des médecins parce que moi, par exemple, je n'étais pas consciente de ce tri qui existait auparavant. Hein. Mais il y a des responsabilités des autorités sanitaires puisque ce qui est arrivé et ce qui a conduit au tri de quelques patients que ce soit, c'est le problème de la démolition de l'hôpital public dans ce pays. Absolument. Ça, on veut des responsabilités. Mais je pense qu'il y a vraiment il est important qu'on puisse, dans ces documents qui sont mis en avant par les ARS, par certains hôpitaux et d'autres, d'obtenir que tous ces éléments qui sont en dehors des comorbidités et d'obtenir que l'avis éclairé du patient soit recueilli systématiquement ainsi que de ses proches. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça n'est pas admissible que sur des représentations erronées, on puisse faire ça. Moi, j'ai eu une discussion avec un réanimateur il y a 15 jours à Toulouse qui me disait « Oui, mais tu comprends ». Je lui dis « Mais attends, est-ce que tu as posé un seul instant la question à la personne? Qu'est-ce qui te fait croire que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue? De quel droit? De quel droit ?» Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Alors... Voilà. Et pour revenir sur l'histoire du jeune Ahmed, voyez, moi, par exemple, j'ai des comorbidités, j'ai des problèmes cardio, j'ai des problèmes respiratoires. Donc, je me suis effectivement posé la question pour moi-même de savoir qu'est-ce que je ferais si j'étais atteinte du Covid et qu'est-ce que je ferais si la forme que j'avais était grave. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeune Ahmed qui a 20 ans, lui, il n'a aucune comorbidité. Il est super musclé parce que ses mouvements involontaires font qu'il est effectivement musclé de partout.
et qu'il a une pêche et une envie de vivre phénoménale. Voilà, c'est tout. Et que ce garçon, il aurait été, parce qu'il bave, parce qu'il a des mouvements agités, qui font croire à certains que son intellect aussi est touché, alors que ce n'est absolument pas le cas, il aurait été sacrifié. Parce que ce n'est pas ces auxiliaires de vie maghrébins de surcroît qui auraient, parce que c'est un jeune maghrébin aussi, et je pense que ça rentre en ligne de compte malheureusement, il aurait été sacrifié. Et donc là, on est effectivement dans des hypothèses tout à fait vraisemblables parce que d'ailleurs, il faut rappeler qu'en dehors de la période Covid, la CNCDH s'est déjà exprimée sur ces questions, notamment dans son avis sur les maltraitances. Là, il y a 2 recommandations qui portent là-dessus, notamment l'une d'entre elles qui rejoint ce que vous avez pu dire tout à l'heure par rapport à la nécessité que ça soit aussi intégré dans la formation des soignants et des médecins notamment, mais pas que. Et donc, mais est-ce que de ce point de vue, par rapport au cas du jeune Ahmed, est-ce que vous avez des témoignages de personnes, parce que lui, ça ne s'est pas produit, enfin, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui auraient pu être victimes de ce genre de situation, ou est-ce que vous cherchez à en recueillir, j'imagine? On cherche à en recueillir davantage, mais on a les situations qui nous ont été rapportées par différents médias, par différents journalistes et par des familles. Mais après, la difficulté, c'est que pour les patients qui sont décédés, des fois, les familles elles-mêmes peuvent être victimes de ces représentations de handicap. Et puis, il faut voir une chose aussi, c'est que les familles d'aidants, c'est souvent un calvaire pour elles d'avoir une personne handicapée. Non pas à cause du handicap, encore une fois, mais à cause de la manière dont la société permet à ces personnes de mener une vie normale. C'est-à-dire que si les personnes n'étaient pas obligées d'être des aidants et des soignants, et si ces personnes étaient simplement les parents, qui, comme tout parent, se préoccupent de son proche, mais ne s'occupent pas de faire sa toilette, ne s'occupent pas de réagir à la moindre crise, les personnes sont... Enfin, voilà, il y a un état de sidération quand on perd quelqu'un comme ça, et quand on relâche après des années de stress, de fatigue, de maladie, parce que on sait très bien que l'espérance de vie des aidants dans ce pays est très réduite par rapport à quelqu'un du même âge en bonne santé qui n'a pas eu à aider un de ses proches, soit plus jeune, soit plus âgé. Donc, il y a parfois une forme de soulagement de ces familles-là, qui n'ont pas toujours envie de replonger dans ce qu'elles ont vécu pendant des années et qui se disent à quoi bon, à quoi bon. Je vois que Tatiana a disparu peut-être avec un problème technique, je ne sais pas. Est-ce que d'un point de vue juridique, est-ce que Julie, tu aurais éventuellement des questions à poser là par rapport à… On n'a plus qu'une dizaine de minutes. Non, je vous ai écouté, il n'y a rien de particulier là qui me vient. Ouais, excuse-moi, Julie, c'était à Julie Mathieu là que je parlais, mais effectivement, Julie… Pardon, excusez-moi. Je pense enfin, te donner aussi la parole par rapport à ta présence dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, des séjours plus ou moins longs selon le type de handicap, post-trauma ou plus durable. C'était aussi une question. Enfin bon, l'une ou l'autre, je ne sais pas laquelle des deux. Bon, peut-être Julie Saté, puisque tu dois partir. Vas-y, Julie Mathieu. Bon, vas-y. Moi, j'avais 2 questions. Vous avez parlé, d'abord, merci beaucoup. C'était très, 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 très riche, très intéressant. Vous avez parlé de la procédure collégiale et je voudrais savoir, on l'a dit un peu en parlant du tri en amont, mais si sur le terrain, vous avez, en tous les cas, à votre connaissance, s'il y a vraiment des procédures collégiales qui ont été tenues pour prendre ce type de décision ou pas, et si oui, sinon, dans quel cas? Et puis, j'avais une autre question, comme ça, vous répondez à celle que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. C'est, est-ce que vous diriez que finalement, le plus important, c'est l'information, la qualité de l'information qu'on donne aux gens? Parce que vous avez pas mal parlé, en fait, de l'accueil et de la façon dont on va informer les gens sur leur état, plus finalement que de la prise de décision en elle-même. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais savoir si vous… Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a à la fois… votre première question, redites-moi. C'était sur la procédure collégiale, parce qu'en fait, vous l'avez dit. Alors, comme si nous, les témoignages qu'on a, c'est qu'il n'y a eu aucune procédure collégiale. Les témoignages, c'est vous avez plus de 75 ans, vous êtes en situation de handicap, sans même chercher à savoir de quel handicap il s'agit.
Oui, tout à fait. Des témoignages comme ça, on en a, il y en a un certain nombre. Et après, sur la question de… il ne s'agit pas, enfin de mon point de vue, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse et de dire qu'on réanime tout le monde à n'importe quel prix sans l'accord du patient. Donc, la question de l'information est essentielle. Après, la question de l'information, il ne faudrait pas non plus qu'elle soit biaisée. C'est-à-dire qu'effectivement, les représentations du corps médical sur la question du handicap amènent à dire que la qualité de vie de la personne sera insupportable. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir être extrêmement précis. Parce que si ça se résume, le consentement éclairé, à dire, bah, écoutez, vu votre état, vous ne pourrez pas supporter la réanimation, donc qu'est-ce que vous choisissez? Ce n'est pas un consentement éclairé. Un consentement éclairé, de mon point de vue, c'est, bah, par exemple, en ce qui me concerne, avec ma pathologie cardiaque, quelles sont les chances, effectivement, par rapport à une personne qui n'aurait pas cette pathologie cardiaque, de supporter la réanimation, compte tenu de mes faiblesses musculaires, compte tenu de ma pathologie, quelle capacité, quel temps de rééducation, quelles atteintes ça pourrait avoir précisément, pour que je puisse moi-même choisir, parce que ça, c'est quelque chose de très individuel. Je veux dire, on connaît, enfin moi, je connais dans le monde du handicap des personnes qui veulent vivre à tout prix. Et pour qui? Parce que je crois qu'il y a une chose aussi importante à évoquer, c'est de faire le distinguo entre la question de la dépendance et de l'autonomie. Nous, dans les associations de personnes, on distingue la dépendance, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin d'un tiers pour un certain nombre d'activités dites essentielles, et la question de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on a des amis qui sont extrêmement dépendants, mais qui sont totalement autonomes. Je pense notamment à une amie qui est ancien professeur d'université, qui approche de la soixantaine, qui a besoin d'aide pour tous les actes, la toilette, se nourrir, s'alimenter, qui a des difficultés extrêmes pour parler. Moi, je ne comprends jamais ce qu'elle dit, mais je peux vous dire comment elle travaille. Elle travaille avec un système de… Elle a un cerceau qui est accroché à la tête et qui permet de taper sur les touches du clavier, et elle dicte comme ça. Et elle écrit des textes magnifiques. Hein. Elle a écrit à la CNSA. Elle faisait partie du comité de lutte pour la bientraitance, dont elle a claqué la porte, hein, parce que… on ne prenait même pas la peine de l'écouter. Donc, c'est vous dire le niveau de bientraitance qu'il y avait dans ce comité. C'est quelqu'un qui écrit des textes magnifiques, hein, qui a comparé notre situation à celle des Tamagotchi. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre dans des cases, on veut nous faire manger à telle heure, pisser à telle heure, etc., en considérant que c'est ça la vie. Vous imaginez bien qu'on a, nous, une autre conception de la vie. Bon. Donc, on peut être autonome à partir du moment où on choisit notre vie, on choisit qui nous aide, comment on nous aide. C'est pour ça que nous défendons le fait que nous avons besoin d'intervenants à domicile, de personnes qui vont faire les choses à notre manière pour ne pas nous déposséder de notre corps, pour ne pas nous déposséder de nos choix. Et c'est quelque chose qui, bien souvent, est une des causes de maltraitance qu'on a dans les services d'aide à domicile, parce qu'on nous envoie des gens qui sont considérés comme interchangeables et qui doivent faire une toilette de telle manière, alors que cette manière ne va peut-être pas nous convenir. C'est-à-dire que pour garder notre autonomie, on a besoin que les gens qui nous accompagnent fassent les choses de la manière dont nous les aurions fait et dont nous les concevons, et non pas de la manière qui est censée peut-être être la meilleure selon des critères qui ne sont pas les nôtres. Donc, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. Et on peut donc être totalement dépendant et avoir une furieuse envie de vivre. Et c'est aussi la question de la hiérarchisation des vies. Est-ce qu'une vie a de la valeur parce qu'elle est utile? Et utile à qui et à quoi? C'est toutes ces questions aussi que ça pose. Hein. J'ai aussi une amie qui est philosophe, qui a réussi à faire ses études de philosophie parce que on s'est battu il y a une quinzaine d'années pour qu'elle puisse avoir 24 heures sur 24 d'aide à domicile, qui elle aussi a des difficultés majeures d'élocution, parce que ça, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui de moyens de compensation de ces handicaps, de moyens d'aide humaine qui soient à côté de la personne pour lui permettre de s'exprimer et restituer ses paroles. C'est toutes ces choses-là. Pour bien expliquer, enfin, ce que vous dites là, c'est Jean-Luc Lantin. Ce que vous dites justement amène à me rappeler une réflexion que j'avais quand j'étais administrateur de la page 44. J'étais la seule personne, soit
à ne pas être moi-même en situation de handicap ou ne pas avoir un enfant ou un parent handicapé. J'étais en même temps président d'un club de handball et avec des athlètes de haut niveau. Et je suis moi-même un ancien athlète de haut niveau. Et je comparais la personne handicapée et l'athlète de haut niveau. Eh bien, un athlète de haut niveau ne peut pas être au haut niveau s'il n'a pas une foule considérable d'aides qui prennent en charge sa vie quotidienne. C'est ça. Eh bien, la personne handicapée, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'est handicapée que si elle n'a pas les moyens de vivre en fonction de son ou de ses handicaps. Et à partir de ce moment-là, son autonomie est possible. Et pour moi, c'est des situations qui étaient... J'étais frappé par la similitude, en fait. Et ce que l'on admet, le gros problème, c'est qu'effectivement, pour un athlète de haut niveau qui va faire les Jeux Olympiques, on admet qu'il faut mettre une foultitude de moyens autour de lui. Et pour la personne handicapée, et notamment celle qui ne peut pas s'exprimer facilement, notamment ça, qui est un facteur extrêmement aggravant de la représentation négative de la personne handicapée, et bien oui, là on laisse tomber. Et je pense que ceci est véritablement l'image, il me semble, de la discrimination, contre laquelle nous devons vraiment nous lever. Enfin, j'emploie ce terme parce que c'est vraiment ça. Tout à fait, mais pour vous donner d'autres exemples, je vous ai dit que moi, je me considère comme une privilégiée par rapport à beaucoup, puisque j'ai passé, je ne pouvais plus conduire avec le fauteuil roulant, voilà, depuis... j'ai passé 10 ans sans pouvoir conduire, où je dépendais toujours d'un tiers pour me conduire, et c'était simple, là, je sortais quasiment jamais chez moi. D'autant plus que pour pouvoir... je n'avais pas suffisamment d'heures pour avoir quelqu'un qui m'accompagne quand j'en ai besoin. Donc, je dépendais à Toulouse de ce qu'on appelle les transports mobibus. C'est ce qu'on appelle un service de transport adapté. Il faut savoir que pour avoir un transport, il faut le réserver 1 semaine à 15 jours à l'avance. Qu'en plus, on vous prévient 1 ou 2 jours à l'avance pour vous dire il n'y aura pas de transport, par exemple, ou il y aura l'aller sans le retour ou le retour sans l'aller, ou alors on vous décale de 2 heures le rendez-vous. Moi, je connais des gens, par exemple une kiné aveugle à l'hôpital qui a arrêté de travailler parce que on venait la chercher au moment où elle était occupée avec ses patients et elle arrivait en retard, etc. Et moi, j'ai réussi en menaçant la MDPH de leur coller un procès, d'ailleurs le procès que j'ai collé au Premier ministre et qui est en cours. J'ai invoqué l'article L146.5 du Code de l'action sociale et des familles pour que l'État finance l'adaptation d'un véhicule qui me permette de conduire avec mon fauteuil roulant. J'ai depuis 2 ans et demi un véhicule, donc aujourd'hui, à condition que mes auxiliaires de vie m'aient habillé, etc., je rentre et je sors de chez moi quand je veux et comme je veux. Alors que j'ai passé à une époque, je disais, je vais y aller à la Kalachnikov avec mon mobibus, tellement j'en pouvais plus. Voilà. Parce que aucun valide ne pourrait imaginer que pour aller chercher une baguette de pain à 2 km, que pour aller chez le médecin lors d'une rage de dents, on soit obligé d'attendre parfois 1 semaine pour pouvoir sortir de chez soi. Moi, aujourd'hui, je me dis, tiens, aujourd'hui, il fait beau, je vais sortir ou je ne vais pas sortir. Voilà, condition d'avoir été habillé. Voilà. C'est des choses basiques, mais auxquelles aujourd'hui, on n'a pas droit dans ce pays. En tant qu'élu, aujourd'hui, je me bats pour que la mairie de Toulouse prenne en compte mes besoins de compensation du handicap. Alors, ils veulent bien, et les textes prévoient que je puisse avoir une personne pour m'accompagner physiquement aux réunions du conseil et aux réunions des commissions. Par contre, les textes ne prévoient pas que je puisse avoir de l'aide pour préparer les commissions et les conseils. C'est à qu'on me demande finalement d'être une potiche, pas trop maline, qui se met au bord de la table et qui vient toucher son indemnité à la fin du mois. Vous imaginez bien que je refuse ce rôle-là. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un problème d'interprétation des textes, parce que les textes disent effectivement qu'on peut prévoir des moyens pour conduire, accompagner en séance, etc. Et ils parlent de prendre part. N'empêche que la mairie de Toulouse, il est vrai que je suis une de leurs adversaires politiques et que leur sens de la démocratie n'est pas tout à fait le mien, et qu'ils se disent que si déjà elle nous fait suffisamment chier comme ça, sans moyens, donc si on lui donne des moyens, ça risque d'être difficile.
Je peux entendre leurs arguments. Par contre, je ne pense pas qu'ils soient d'ordre démocratique. Voilà, donc aujourd'hui, ben, j'ai embauché sur mon indemnité, c'est-à-dire que mon indemnité me sert à payer des tierces personnes. C'est-à-dire que je suis totalement discriminée par rapport à un élu valide. Et la ministre trouve ça tout à fait normal, elle est parfaitement au courant, mais comme je l'emmerde aussi, ça ne la dérange pas trop. Voilà. Ça montre que tout ça s'articule bien aussi avec les inégalités sociales, parce que quelqu'un qui a les moyens de faire venir un taxi équipé sur le champ à la place de son véhicule, du véhicule que vous évoquiez tout à l'heure, qui lui peut ne pas être là ou rendez-vous, enfin bref, comme dans de nombreux autres domaines, ça fait partie des inégalités sociales de santé qu'on oublie parfois d'ailleurs un peu trop, et heureusement que vous nous les rappelez. Parce que... Mais vous savez que sur l'accès à l'hôpital, une personne qui est en fauteuil électrique, nous, on se bat depuis plusieurs années pour que le SAMU ait une ambulance qui puisse nous amener à l'hôpital. Aujourd'hui, avec mon fauteuil électrique, si je dois être emmené en urgence, c'est sans mon fauteuil roulant. Or, il y a des cas, par exemple, de myopathes qui ne peuvent pas rester en position allongée. Leurs problèmes respiratoires font qu'ils ne peuvent pas rester allongés. On fait comment avec ces patients-là? C'est dans leur fauteuil, parce que sur un brancard, vous pouvez vous choper des escarres très vite, vous pouvez avoir très mal. Moi, si vous me mettez dans autre chose que mon fauteuil roulant électrique, sur lequel j'ai un positionnement particulier pour me permettre de ne pas avoir trop mal, je ne supporte pas. Ouais. Et je suis capable de refuser d'aller aux urgences pour ce motif. Bien sûr. Non, vous avez parfaitement raison. C'est un problème dans toutes les villes, d'avoir un système de transport adapté pour les personnes en fauteuil, qu'ils soient électriques ou pas. Mais effectivement, à Nantes, c'est résolu. Il y a une compagnie d'ambulance qui est très novatrice et qui investit là-dedans, parce qu'elle ne gagne pas d'argent avec ça. Ouais. Et voilà, qui était volontaire pour faire ça, mais il ne faut pas qu'il y ait deux transports au même moment. Hein. Il n'y a qu'un véhicule. Et effectivement, c'est un combat très important d'accès. Ça conditionne l'accès aux soins, clairement, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça signifie. Et l'accès aux soins, pour vous donner un autre exemple, il y a une étude qui a montré le taux de cancer du sein chez les femmes en institution. Il est, je crois, le double ou le triple d'une femme qui n'est pas en institution, parce que là aussi, il y a un manque d'accompagnement médical dans ces établissements. Bien entendu. Ouais. Oh, c'est même, ça peut être même beaucoup plus cynique que ça. Oui. C'est de dire, bon, si elles meurent de leur cancer, bon, après tout, c'est pas grave. Ouais. C'est pas vous, ça les délivrera de leur handicap. Voilà, c'est ça. Mais j'ai entendu ça, moi. Mais moi, je l'ai entendu aussi. Je l'ai entendu, je l'ai vu, on le voit, on l'entend. Oui. Oui. Oui, et vous savez, des gens qui viennent, le jeune Timothée, là, qui est IMC, là, qui fait des vidéos sur... et des gens qui lui disent, mais comment tu fais pour avoir envie de vivre? Oui. Comment tu fais pour avoir envie de vivre dans ton état? Mais c'est une bonne question. C'est très bien qu'elle soit... Mais il répond, justement, il explique. Ouais. Oui, parce qu'il y a en plus tous les cofacteurs psychologiques qui justement du ressenti des personnes par rapport à des situations d'abandon. Enfin, on voit qu'avec le Covid, ça a frappé terriblement là aussi dans les établissements où l'abandon est aussi, qu'il soit matérialisé sous une forme expression ou au contraire, enfin simplement une moindre présence, c'est aussi une des dimensions dont on sait qu'elle est importante. Est-ce qu'il reste quelques questions ou pas? Sinon, on va vous remercier. En tout cas, je pense que vraiment la question du validisme et de l'agisme, effectivement, de ces critères qui sont finalement opérés, que ce soit en amont ou voire à l'hôpital, c'est quand même la question du validisme. C'est la question de savoir est-ce que toutes les vies se valent ou pas. Ça pose cette question-là. Et dans le système dans lequel on est aujourd'hui, visiblement, il y a des vies qui valent moins que d'autres. Il y a un beau livre de Didier Fassin là-dessus, récent. Je suis en train de lire. Moi, j'ai une demande particulière. C'est vraiment particulier. Je vous ai dit que j'étais membre du bureau de la coordination nationale. Là, et je ne connaissais pas, franchement, je crois que nous ne connaissions pas votre existence, l'existence de votre association. Et je pense que ce sera intéressant qu'on puisse travailler ensemble, soit de manière continuelle, soit à propos de certaines campagnes. Et donc, j'aimerais bien, si vous en êtes d'accord, que Philippe m'envoie vos coordonnées.
Bien sûr, mais moi et mes camarades, hein, parce que je ne travaille pas toute seule, je veux dire. Bien sûr, non, Voilà, mais... hein, on est... Non, moi non plus, je ne travaille pas tout seul. Voilà. Loin de là. Mais travailler aussi avec les sociétés de réanimation, hein, pour travailler aussi sur ces questions-là de représentation, parce qu'on n'avancera pas tant que… Voilà. Mais ce qui est important pour nous aussi, c'est d'obtenir le retrait de certains documents qui circulent et qu'on cesse effectivement de faciliter ce tri, finalement. Alors, je suis d'accord avec vous. Je crois que vous auriez intérêt, peut-être sans doute le faites-vous déjà, mais à vous rapprocher des universitaires enseignants à la fac de médecine, et notamment sur les problèmes effectivement soit de la prise en charge de la personne en situation de handicap, soit qui s'occupe de l'éthique médicale. Et je pense que des séances de travail avec vous pourraient faire progresser énormément les choses. Oui. Voilà. Et je pense, mais c'est pas lever le doigt et leur demander. Je crois qu'il va falloir trouver un moyen de leur imposer ça. Et pour ma part, enfin moi, je tiens aussi à vous remercier beaucoup de tout cet exposé, d'autant qu'on a prochainement, la semaine prochaine, une réunion du comité de rédaction de notre revue nationale, et que ça me semblerait utile, si vous en étiez d'accord, que je propose qu'on ait, de manière évidemment forcément synthétique, mais que sur ces problèmes de validisme notamment, et sur la démarche là, que vous avez, je proposerais bien qu'il y ait une contribution pour un prochain numéro, revue qui change de nom d'ailleurs, qui va s'appeler Droit et Liberté à partir du prochain numéro. Là, il faudrait peut-être encore plus interroger Cécile Morin, Elena Rojas, Elena Chamorro, qui savent en parler, je trouve, bien mieux que moi, très sincèrement. Oui, mais avec aussi cette dimension du vécu que vous avez, qui est quelque chose d'important, hein, dans ce que vous avez. Elles aussi, hein, puisque je vous parle de personnes en situation de handicap dans tous les cas. D'accord. À l'occasion, on reviendrait vers vous pour avoir des coordonnées, ou pour voilà, voir comment on organise cela, si le comité de rédaction retient la proposition. D'accord. Une dernière question, donc vous allez me faire passer la vidéo. Est-ce qu'il est possible de la rendre publique ou pas? Ah ben, si vous Parce que je trouve que les débats sont intéressants, ou que vous prévoyez, vous, de la rendre publique et qu'on puisse la partager. Ben, si vous le souhaitez, on est tout à fait partant pour, y compris que ça soit à ce moment-là un libre accès sur notre site. Ou via, écoutez, ce serait le mieux. Serait mis. Jusqu'ici, on ne l'a pas fait parce que on tient compte aussi des souhaits évidemment de chaque personne interrogée. Certains peuvent souhaiter que ça reste dans une réflexion interne limitée. Nous, on est plutôt pour que les choses soient portées sur la place publique, donc la réflexion nous semble intéressante et importante. Et écoutez, si vous le mettez en ligne, prévenez-moi pour qu'on puisse le partager. Ah oui, tout à fait. Et puis d'autant que, bon, avant même le stade largement ouvert, il y a, outre le groupe de travail santé, donc une centaine de personnes, comme je vous disais tout à l'heure, on a par contre par ailleurs une framaliste de nombreuses personnes qui ont demandé à avoir notre lettre mensuelle, parmi lesquelles d'ailleurs beaucoup de soignants, mais pas que, des chercheurs, un certain nombre également de personnes de tous horizons qui l'ayant eu par un canal associatif ou autre, et ça représente aujourd'hui 150 personnes qui elles-mêmes rayonnent. Donc si on leur dit vous avez tout à fait possibilité d'utiliser cet enregistrement. Et faire passer le message aussi du fait qu'on cherche des familles, des personnes qui pourraient témoigner directement et qui souhaiteraient ou pas se joindre à notre procédure jusqu'à fin décembre, début janvier. C'est possible de nous contacter et de se joindre à la procédure pour demander voilà, des éclaircissements et récupérer un maximum d'éléments dans l'éventualité de contentieux au pénal ou au civil. Parce que malheureusement, il n'y a que les voies de droit et l'action médiatique qui, de notre point de vue, feront évoluer les choses. Et puis effectivement, on est impatient d'entendre une position de la Ligue des droits de l'homme sur cette question-là. Parce que vous êtes tout à fait légitime à vous positionner là-dessus. Oui, ça relève globalement de nos combats, d'ailleurs, je dirais plus globalement, pour un égal accès aux soins de qualité pour tous et toutes, et pas sans tri, et c'est pour cette raison qu'on… Sachant d'autant plus que, comme je vous l'ai dit auparavant, on est victime d'une répression judiciaire féroce pour tenter de nous faire taire. C'est clair. Et les combats pour la démocratie et les libertés qui sont actuellement aussi particuliers. Oui, en ce moment, tout va bien.
Bien, ben, je vous propose qu'on s'arrête là à une heure. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, Jean-Luc. hein. Voilà, et merci beaucoup. Oui, de toute façon, moi, je fais la recherche de témoignages au niveau de la coordination nationale. Je vais faire un petit message là-dessus. Bon, et puis, voyez-vous, je vais aussi aller peut-être tenter de voir comment